Entre nous, l'histoire du Trait-Carré, un balado présenté par le Moulin des Jésuites. Le patrimoine se retrouve à chaque coin de rue et on s'en aperçoit lorsqu'on prend le temps de regarder lentement tout autour de nous. Le patrimoine est varié, multiple, en constante évolution et particulièrement lorsqu'il est immatériel. Il est vécu au quotidien par des milliers de personnes, comme Jean lorsqu'il répare un soulier de cuir, comme Chloé et Bernard lorsqu'ils s'assurent que leurs reines sont en santé, comme Lynn et Hélène lorsqu'elles tissent des couvertures pour leur famille. Des gestes, parfois anodins, répétés et transmis depuis des générations, font vivre le patrimoine culturel. À travers ce balado, j'ai tenté de leur rendre hommage, de mettre un peu de lumière sur ces personnes, sur leurs pratiques, sur leur savoir-faire et sur leur métier souvent méconnu. Et c'est le cas du ferblantier Roch Drouin. La mise en valeur du patrimoine architectural est au cœur de sa pratique. Il nous en parlera davantage. Mais d'abord, rejoignons la classe de Madame Karine. Je crois que ses élèves ont encore des choses à nous dire. Moi, je m'appelle Mélise. Je travaille au Moulin des Jésuites. À Mainleville, est-ce qu'il y en a qui sont déjà venus au Moulin des Jésuites? Oui, beaucoup! Ah, c'est fun! Super! Environ, est-ce qu'il y en a qui savent c'est où le Trait-Carré? Oui. Ben, le Trait-Carré, c'est un peu autour de l'église. Oui, exactement, oui. Ben, c'est vers là-bas, là. Là, il y a le métro, là. Là, c'est plus là-bas. Parfait, donc un peu plus bas, c'est ça? Ouais. Oui. Ben, c'est proche de la... une crèmerie, là. Chocolat-fagerie. Exactement, donc on Mais va... non, mais il y a une autre crèmerie. Oui, la folle tablée. La folle tablée, exactement, oui. Donc, ici, c'est qui? C'est où? Nous. Exactement, c'est votre école. En jaune, ici, c'est le moulin. Et vous voyez le carré ici? Donc, c'est ça aussi qu'on appelle le Trait-Carré, parce qu'il y a vraiment une forme de carré. Ici, on a l'église, et ici, on a quoi? Chocolat favori. Oui, c'est le chocolat favori, oui. Est-ce que c'est voulu que ça soit carré? Oui, c'est voulu que ça soit carré. Donc, historiquement, le Trait-Carré, c'était une organisation des terres. Donc, en Nouvelle-France, quand les colons sont arrivés, ils ont colonisé le territoire. Vous en avez sûrement entendu parler un peu, les seigneuries, tout ça. Et elles sont venues occuper le territoire de Charlesbourg. Donc, à Charlesbourg, il y avait vraiment juste des champs, il y avait des vaches, il y avait des fermes, il y avait du bois. Donc, il y avait beaucoup moins de maisons qu'avant. Et ils sont venus coloniser la terre ici. Et les terres étaient en forme de pointe de tarte, qui était vraiment tout autour du carré. Et donc, toutes les maisons étaient autour du carré pour se protéger, pour avoir une sorte de village, donc avec l'église au centre, parce que c'était le centre de la vie à l'époque. Oui. Mais aussi, là, toutes les maisons Trait-Carré sont pas mal vieilles. Exactement. On parle du Trait-Carré. Il est vraiment ici, et le moulin en fait partie. Donc, c'est un peu plus grand que juste le carré ici. Et donc, ce carré-là est important historiquement, parce que même le gouvernement a décidé de dire ce quartier-là est spécial, on va le protéger. Donc, ce quartier-là, depuis 1965, est protégé. Donc, si vous vous promenez dans le Trait-Carré, vous allez voir, il n'y a même pas de poteau électrique. Parce qu'on veut recréer un peu l'ambiance comme il y avait autrefois. Donc, vous remarquerez ça la prochaine fois, c'est de voir les poteaux électriques, il n'y en a pas. Et on parle du Trait-Carré, on a vu qu'il était carré, qui était spécial aussi, mais qu'est-ce qu'il y aurait d'unique, le Trait-Carré, vous pensez? Oui? Ben, comme tu disais tantôt, ben, il est plus vieux, puis on essaye, puis il est protégé. Oui, tout à fait. Oui, en arrière. Une vieille maison. Une vieille maison, oui, on revient sur les vieilles maisons. Donc ça, c'est quelque chose d'unique, on n'en voit pas partout, des vieilles maisons. Oui. Et l'église aussi est très vieille. L'église est très vieille, elle est assez unique ici, donc on n'en voit pas partout des églises comme ça. Il y a beaucoup d'événements spéciaux, puis il y a une bibliothèque proche. Oui, tout à fait. Il y a souvent des décorations proches, comme nous, une fois on est parti à l'église, on avait peinturé des roches, puis on les avait mis dans le Trait-Carré. Oui, c'est avec moi ce projet-là. Ah! Oui. Mais il y a le parc, mais c'est comme un... Je sais pas comment ça s'appelle, Le parc de la commune? Ouais, c'est avec la forêt, là. Oui, le parc de la commune, c'est un élément très ancien. Savez-vous pourquoi ça s'appelle le parc de la commune? Non. Parce que c'est là qu'il y a les personnes
personnes ils se rejoignaient. Oui, les personnes se rejoignaient là, mais à l'époque, donc on revient vraiment en Nouvelle-France, c'était une terre commune. Donc on appelle ça la terre communale, et les gens venaient apporter leurs vaches, leurs bœufs pour venir les faire brouter, en fait, dans cette terre qui appartenait à tout le monde. Donc c'était une terre commune, et on a décidé de garder le nom jusqu'à aujourd'hui, et le parc, aujourd'hui, il appartient un peu à tout le monde, donc il a gardé un peu le même esprit qu'aujourd'hui. Là, on parle d'histoire. Est-ce qu'il y en a quelqu'un qui peut me dire c'est quoi l'histoire et pourquoi on en parle à l'école? Pourquoi c'est important l'histoire? Oui? On se commémorer les affaires qui avaient avant. Oui, on commémore les choses qui se sont passées, oui. Mais pour un peu savoir les origines. Oui, savoir les origines, bien sûr. Oui. Ben, parce que le Trécarré, ça a une grande histoire, puis c'est ça. C'est proche de nous, fait que c'est important de savoir qu'est-ce qui est proche de nous. Oui? Pour, mettons, transférer des traditions, des fois, ou quelque chose comme ça. Transférer les traditions, oui, tout à fait. Puis encore aujourd'hui, au parc de la commune, il y a beaucoup de gens qui se réunissent comme pour des spectacles. Fait que c'est encore un lieu très vivant, comme à l'époque. Je vais vous faire un petit quiz. Patrimoine. Est-ce que le moulin des Jésuites pourrait faire partie du patrimoine? Oui. Oui. Pourquoi? Oui. Parce qu'il y a des choses vieilles, puis qui transmettent des choses. Tout à fait. Oui. C'est aussi un musée. C'est aussi un musée, tout à fait. Ben, oui, c'est un peu un musée, puis il y a comme encore toutes les vieilles choses dedans. C'est pas des comme ben oui, c'est rénové, mais ils ont gardé quand même des choses originales. Exactement, oui. Ils nous montrent comment ils faisaient avant pour survivre, pour construire leur truc. Exactement. Donc, c'est un lieu, donc on parle de patrimoine bâti, donc il y a plusieurs fonctions dans le musée. Donc, le bâtiment s'est transféré de génération en génération. Donc, depuis pas loin de 300 ans, ce bâtiment est là. Donc, il fait partie de l'histoire, donc il fait partie du patrimoine parce qu'il s'est rendu jusqu'à nous. Donc, le patrimoine, il y a une notion de se rendre jusqu'à nous. Donc, il faut que ça soit encore là aujourd'hui. Et il y a une notion aussi qu'on transfère les connaissances à partir du musée, donc les vieilles connaissances jusqu'à aujourd'hui. L'église. Est-ce que l'église de Charlebourg ferait partie du patrimoine? Oui. Oui, exactement. Donc, c'est vraiment dans la même idée. On parle du patrimoine bâti, donc, qui reste jusqu'à aujourd'hui. Chocolat favori? Non. Peut-être pas le chocolat favori, mais le bâtiment? Oui. Le bâtiment, oui, ça fait des centaines et des centaines d'années que ce bâtiment est là. Donc, on peut voir, ça dure jusqu'à aujourd'hui. On voit que l'architecture est différente, donc on ne va pas construire les maisons de la même façon qu'à l'époque. Oui? Aussi qu'on marche à l'intérieur, des fois ça fait des petits grincements. Alors ça se fait que c'est vieux. Oui, en effet. Ben, aussi, il y a comme des tours qu'on construit plus ces temps-ci dans nos maisons. On voit pas des genres de tours sur des grands bâtiments. Exactement, donc on ne construit plus de la même façon. Puis avant, on construisait des choses qui étaient peut-être pas utiles, mais qui étaient juste jolies. Puis ça s'est pas transmis jusqu'à nous aujourd'hui en termes de construction. Oui, jusqu'au bout. Je vois que sur le chocolat favori, on dirait qu'il y a un balcon en hauteur. Oui. Maintenant, on fait plus ça. On ne fait plus ça. Ben, il y en a qui ont... Certaines maisons pourraient en avoir, mais certainement pas de cette façon-là. Ouais. Parlez-moi de vieux métiers qui pensaient feraient partie du patrimoine immatériel. Boulanger. Les fermiers. Chasseurs. Les bûchers, les bûcherons. Sachant. Oui. Les médecins. Les médecins, effectivement. Des professeurs. Professeurs. Les personnes qui travaillent dans les églises. Dans les églises. Dans les Il y en a églises. quand même beaucoup. Les prêtres. Constructeurs, oui. Donc là-dedans, on peut parler de maçons, de forgerons, exactement, charpentiers. Pêcheurs, oui, tout à fait. Il y a quand même beaucoup de métiers qui sont, qu'on pourrait dire qui font partie du patrimoine, parce qu'ils étaient là avant, puis ils sont là encore aujourd'hui. Donc, des vieux métiers qui ont complètement disparu, c'est un peu plus difficile de parler de patrimoine immatériel parce que ça ne dure pas jusqu'à aujourd'hui. J'aimerais vous présenter Fer-blantier. Qu'est-ce qu'un fer-blantier? Que pensez-vous qu'un fer-blantier fait? Qui fait fondre le fer. On parle de fer, fondre du fer, d'accord? Oui. Ben, un peu la même chose que jusqu'à faire du fer, comme un forgeron, mais avec du fer plus que du métal. OK. Le forgeron peut travailler avec du fer aussi, par contre. Oui. Faire du fer. Fer, on reste dans l'idée du fer, oui. Faire des formes avec le fer. Il fait des formes avec le fer, d'accord, oui.
transformer le fer en blanc. OK, oui. Il blanchit le fer. Blanchit le fer, d'accord. Oui. Et sculpte du bois. Sculpte du bois. On a plein de réponses. Moi, il y a quelques mois, je savais même pas c'était quoi un fer blanchi. Fait que j'étais dans la même situation que vous. J'avais aucune idée, à part le mot fer. Travailler avec le fer pour le transformer, c'est beaucoup le forgeron qui va faire ça. On parle de ferronnerie, puis on parle de vraiment faire des bouts de métal avec des beaux dessins dedans. Un fer blanchi, c'est totalement autre chose. Et j'aimerais qu'on écoute M. Roch Drouin, qui va nous parler de son métier. Bon, moi, je m'appelle Roch Drouin. J'étais ferblantier et couvreur. J'ai commencé à mon compte en 84, puis j'ai formé la compagnie en 2018. C'est un métier qui était connu il y a 50 ans. Un ferblantier, c'est quelqu'un qui fait des toitures en métal. Puis comme on va voir tantôt, il y a 3 sortes, des toitures de style qu'on appelle, là, parce que moi, je faisais pas de toiture sur des ranges, tout, mais moi, je faisais pas ça. Moi, j'ai travaillé pour mon père et ses frères. Comme on dit, ils faisaient de tout. Là, plomberie, chauffage, électricité, couverture, brûleur à l'huile, ta. Puis mon père, puis ça, moi, j'ai commencé à travailler en 70, 71. Puis mon père a pris sa retraite en 83. Puis là, moi, la plomberie, puis l'électricité, j'aimais moins ça. J'aimais mieux le dehors. Fait que là, j'ai parti à mon compte. En toiture, au début, on faisait de tout. On faisait des toitures en asphalte, là, avec la bouilleuse, puis chauffer le goudron. Mais j'aimais moins ça. Fait que j'ai fait ça dans 2-3 ans, puis après ça, j'ai vendu toutes ces affaires-là, puis j'ai dit, je fais juste de tout. C'est plus propre. C'est plus fun. Fait que moi, quand j'ai commencé à travailler, j'étais tout seul. C'est familial, là. J'avais 4 cousins qui travaillaient avec moi, mes 4 oncles. Puis c'était moi, j'ai un de mes cousins qui m'a montré mon métier, là, Denis Letarte. Lui, il était déjà là depuis une quinzaine d'années, puis lui, il faisait plus de la toiture. C'était avec lui que j'ai travaillé, puis c'était avec lui que j'ai parti à mon compte. J'ai appris avec lui, quand on travaillait pour mon père, on était employé, et quand on est parti à notre compte, j'étais capable de travailler tout seul, là. Il m'a montré à souder, puis souder, c'était un art, souder, là. Et c'est lui qui m'a montré à souder, comment arranger nos fers, étamer nos fers, puis bon, ainsi de suite. Moi, j'ai appris en travaillant, sur le tas. Moi, j'étais un entrepreneur ferblantier. Je travaillais beaucoup pour des entrepreneurs généraux, que les autres pognaient un contrat, ils faisaient tout ce qui s'appelle menuiserie. Moi, je suis pas au bois, là. Fait que, quand les autres, on prenait une couverture, mettons, sur le bois Champlain, une couverture qui avait 90 ans, en tôle. Les autres, ils enlevaient la vieille tôle, mettaient ça dans un conteneur. S'il y avait du bois à changer, ils changeaient le bois, posaient du venir. Après ça, ils posaient le papier avant toi, autocollant pour pas qu'il rentre d'eau dedans. Puis moi, après ça, je prenais mes mesures, puis je fabriquais ma tôle, puis j'allais la poser. Il fallait que tu respectes ces Ursulines voulaient avoir une couverture en canadienne. C'est en canadienne. Les toitures aux Ursulines dans le Vieux-Québec, là. J'ai pas fait juste des réparations, je les ai faites en 2. Parce que je les ai faites pour mon père. Puis quand j'ai parti à mon compte, ils m'ont regardé. Les autres, on parle de vieilles bâtisses, les plus vieilles bâtisses au Québec. Oh oui, j'en ai fait plusieurs. Juste ici, en Précaré, je vais en avoir 7-8 de fait. Celle qui était taillée sur M. Filion, j'ai pas fait les mansardes. J'ai fait la toiture du haut. J'ai fait Mme Bédard. Après ça, j'ai fait la mienne. J'ai fait mon garage. Je l'ai fait fait 2 dans le Précaré. Ouest, mais en bas de Louis XIV. Ah, je l'ai fait plusieurs. Oh non, je manquais pas de travail. J'avais manqué de travail, comme moi dit, mais j'en faisais pas l'hiver. J'aurais peut-être été obligé d'en faire si j'avais pas mon contrat de déneigement, mais l'hiver, c'est non. L'hiver, c'est parce que l'hiver, là, quand tu étais 3, 4, 5 jours sans pouvoir y aller à cause qu'il a neigé, quand tu y retournes, bon, là, des fois, c'est 1 journée, 2 jours, un qui a déneigé, pour que ça soit asséché, là, tu peux pas poser ça dans l'eau, là. Puis non, puis c'est trop dangereux aussi, tu sais, tes colombages en haut à 70 pieds, là, dans la neige, puis là, commence à neiger à 2 heures d'après-midi, il faut que tu arrêtes, il faut que tu t'épanches. Non, c'est trop dispendieux aussi, là. Tu travailles dans le vide, tu sais. Nous autres, il faut que ça soit fait. Il faut que ça soit fait comme ça. Tu peux pas, il n'y a pas 56 moyens de faire ça, là. Il faut que ça soit fait de même. Non, il n'y a pas eu de changement. Puis ça se fait comme ça se faisait il y a 50, 60 ans, là. On peut dire que c'est de l'artisanat, toiture de métal, là. Ça, c'est les outils que ça prend à peu près pour faire un toit, là. 5 à clous, un galon mesuré, marteau, ciseaux, une paire de lames, un punch à clous, puis une maillette. Le fer, il est chauffé sur ça. On met ça sur l'échafaudage, les madriers. Ça, c'est... Le couteau, c'est pour couper à l'eau, naturellement. Et pendant 35 ans, là, je sais pas combien de fois j'ai la pédale est utilisée, là. Mais à ce temps, c'est tout, les machines, c'est tout électronique, puis c'est un piton, c'est descendu seul. Avant ça, au début, là, quand j'ai commencé avec mon cousin, j'avais pas ça, j'avais pas de couteau.
on coupait tout ça au ciseau, là. Fait que, un moment donné, tu te dis, on s'est acheté un couteau. Ça, c'est l'agrafeuse, là. Quand on fait ce petit agrafe-là, là, ben, tu rentres ça ici, puis tu lèves, puis ça fait ton agrafe. Au lieu de faire ça à la main, là, ça va pas mal plus vite. C'est la plieuse qui était à mon père. Puis ils l'ont acheté d'un ferblantier qui avait pris sa retraite. C'est une plieuse qui a certainement 100 ans, là. C'est du Brown Boy. Ça doit peser 700-800 livres. C'est pour ça qu'il y a des madriers, là. Si on a affaire, on ne transporte pas ça ces chantiers-là. C'est à peu près ça que ça prend pour faire une couverture. Il y a des styles de maisons qui ne peuvent pas recevoir de toiture de métal. C'est pour ça qu'elle est en voir. Tu as des maisons de 500-600 000, les toitures sont en bardeau, puis c'est très, très, très beau. Sauf que c'est aussi une toiture de bardeau, il faut dire que c'est 20-25 ans. Tandis que toiture de métal, en canadienne, il soudé, le café, c'est des couvertures qui peuvent. On parle de 50-60 ans, mais ça peut être 75-80 ans. Si tu n'as pas affaire à monter dessus, puis à cogner pour casser la glace, ou puis qu'il n'y a pas trop de lucarne, puis de nous. Bon, normalement, moi, les miennes ici ont 32 ans, puis c'est comme je l'ai fait hier, non. Ça ne bougera pas non plus, ils vont m'enterrer, ça c'est sûr. Il y a 3 sortes de toitures de style. Il y a la bayette capée, la bayette soudée, puis il y a la canadienne. Quand on parle de toiture de style canadienne, il monte à 45 degrés, là. Ça fait des petites feuilles de main. Fait que on met la tôle comme ça, on écrase la graffe avec le maillet, on met un clou galvanisé à chaud, 5 clous parfait. On essaie de faire la graffe à peu près dans le centre du morceau. Fait que quand c'est reviré, ben, t'as la grappe de même, tu t'as embarqué 4 pouces, tu montes. Le l'autre pareil, toujours pareil. Ça, c'est la canadienne. Alors, pour moi, c'est sûr que c'est la plus belle toiture, c'est pour ça que j'ai fait de même les miennes. Après ça, si on prend la bayette capée, il y a une bayette de bois toutes les 26 pouces. Ça, c'est le cap qu'on met. On prend une pile de clame, comme ça, on écrase la graisse, puis après ça, avec une bayette de bois, on la rabat sur le côté. Ça fait une très belle couverture, mais ça, il faut qu'il y ait 4 pouces de pente au pied et plus. S'il n'y a pas 4 pouces au pied, là, il faut s'en aller. D'ailleurs, soudé, contraire à ça, c'est plié, pareil. La tôle ici, elle a 3/4, l'autre à 1 pouce. Fait qu'elle embarque une par-dessus l'autre. Là, on prend le même clou qu'on pose à tous les pouces et demi. Puis après ça, on prend fer à souder, on met une acide, sa bayette, on l'étame. Fait qu'en l'étamant, l'étain, elle rentre entre les 2 tôles. Puis après ça, on appelle ça barre à soudure. C'est pour ça que c'est très, très long. C'est pour ça que c'est la plus dispendieuse. C'est toutes des toitures, comme on dit, qui peuvent durer 50, 60, 70, 80 ans. C'est des toitures de style. Les sœurs ici, là, les mansardes, les murs, sont en canadienne, puis le toit sur le dessus est à bayette. 2 styles dans le même bâtisse. C'est ça qu'on appelle un solin, là, qui va dans le bas du toit. Puis notre tôle va s'accrocher après ça pour partir en bas. Fait que si on veut faire un solin comme ça, c'est avec ça qu'on fait ça. Fait qu'on fait notre pli double, en bas là, pour que ça raidisse la tôle. On écrase notre agrafe. Après ça, on va lui donner juste un petit conseil pour la raidir. C'est ça qui fait que la tôle ne s'en va pas en zigzagant. Fait que on y fait un petit pli comme ça. On revire. Là, c'est là qu'on fait notre agrafe du bas. Puis notre tôle de toiture va venir s'accrocher. On écrase le pli. Puis que ça, c'est en bas du toit. La tôle du toit part, puis elle s'accroche après ça. Fait que c'est plus pas rentrer une goutte d'eau. C'est ce qu'on appelle un solin. Mais c'est toujours des solins de même pour une toiture en métal. Ben, on parle de tôle, soit de la tôle galvanisée, de la cuivre, très dispendieux. Puis à ce temps, ben, il y a la tôle émaillée, la tôle de couleur. Ben voilà. Nombreuses couleurs, du brun, du noir, du gris, du bleu. Bon. C'est toutes les affaires à mes parents, ça là.
À part le couteau qu'on avait après à part, parce que j'ai dit, moi, je garde ça pour peut-être que mon fils, j'ai un autre fils, mais lui, il est pompier, fait que il n'est pas dans le métal. Mais s'il veut l'avoir plus tard, il l'aura. S'il veut pas, c'est des affaires qui se vendent très bien. J'adore ça. J'aimais ça travailler dehors. Puis c'est un métier que je me débrouillais très bien avec ça. J'étais capable de faire un petit peu de tout, là. Souder, peu importe le style de toiture. C'est un métier qui est dur. Parce que tu travailles toujours dans les hauteurs. C'est beaucoup d'échafaudage. Puis t'es jamais sur le douette. C'est toujours en pente. Puis j'aimais ça. C'est que c'est... Quand t'aimes de quoi, là, c'est un très beau métier, faut être en bonne forme. Tu vas peut-être former des nouveaux ferblantiers sans le savoir. Donc, on a appris un peu plus avec M. Drouin. C'est quoi un ferblantier? Oui. C'est des toiles faites en métal. C'est pas tout à fait des toiles faites en métal. Non, c'est des toits, je me suis trompée. C'est des toitures, des toits, exactement. Oui. Comme il a dit, les toitures, ça dure longtemps. Ça dure longtemps. Combien de temps? Les toitures? 100. Il parlait entre 50 et 80 ans. C'est assez long. Donc, des autres types de toitures, souvent on parle de barreaux d'asphalte, donc c'est comme de l'asphalte qui est sur les toitures. On parle plus de 20-25 ans. Là, 80 ans, c'est très très long, c'est le temps d'une vie. Il habite dans le Trécarré, M. Drouin. Il habite encore là? Oui, il habite encore là. Oui. Il doit avoir une machine spéciale, on la voit, pour plier Tout à fait. Donc, le métal. il y a plusieurs outils. Oui. Il a dit à chaque 12 pouces, il y avait comme du bois. Oui. Oui. Il y a plusieurs styles. Plusieurs styles, exactement. Oui. J'ai entendu qu'il a dit que toutes les choses qu'il y avait pas mal, c'était de ses parents. Exactement. Donc, les outils, c'est plusieurs outils, ça vient. Génération. Donc, effectivement, on le transmet de génération en génération. Patrimoine. Il travaille à quel endroit, ce monsieur-là? Dans sa maison. Dans sa maison, mais aussi, oui, Au Trécarré? dans le Trécarré. Il travaille dans le Trécarré. Il travaille aussi à l'extérieur de Québec. Oui, Dans son garage. dans son garage. Il travaille aussi beaucoup dehors. Il travaille en hauteur. Faut que tu aies en forme. Il faut être en forme, effectivement. Mais M. Drouin a travaillé 34 ans pour faire son entreprise de toiture, donc de 84 jusqu'à 2018. Oui, il a eu ses outils de ses parents, mais de qui il a appris son métier? Oui. De ses cousins. De son cousin, effectivement. Cousine. Cousin, cousine. De ses parents aussi. Donc, son père, il travaillait. Et il a parlé de ses 4 oncles et ses 4 cousins aussi. Donc, est-ce qu'on parle d'une transmission de génération en génération? Oui, on parle de quelque chose de familial. Il a pas été à l'école pour ça, je pense pas, hein? Non. Non, il n'a pas été à l'école, il a vraiment appris vraiment par lui-même et à l'aide de sa famille. Donc, plusieurs styles de toiture. Il a parlé de 3 styles, est-ce qu'on s'en souvient? Oui, en arrière? Style canadien. Canadienne, oui. C'est en pente de 45 degrés. C'est des petits losanges. Mais comme tout le monde, presque à Québec. À Québec, il y en a effectivement beaucoup parce que c'est québécois. Effectivement. C'est un style particulier ici pour que la neige glisse bien, en fait, un peu partout dans le monde. On n'en verra pas nécessairement de ces toitures-là. Donc, c'est vraiment très, très unique ici. C'est pour ça aussi que le Trécarré est unique. Il y en a beaucoup de belles toitures comme ça qui sont anciennes ici. Puis il y en a sûrement fait par lui. Il y en a fait 7-8 qui étaient dans le Trécarré, effectivement. Et les 2 autres styles de toiture, c'est baguette. Donc, effectivement, c'est les bouts de bois qu'ils mettaient à chaque 24 pouces, quelque chose comme ça. Ouais. Donc, ça fait un autre style de toiture. J'aimerais vous poser une dernière question avant la fin. J'aimerais savoir qu'est-ce que vous avez appris aujourd'hui. Oui, en arrière. Les métiers, le profil du Paris. Ici. Qu'il y a plus de métiers qu'on pense. Tout à fait, c'est vrai. Oui. J'ai appris, ça veut dire quoi, le cercle des fermières. Puis, c'est quoi le métier, puis comment ils font de construire les toits en métal. Oui, je pense que tout le monde a appris c'est quoi un ferblantier. Oui, en arrière aussi. J'ai pas mal tout appris. Oui, beaucoup de choses nouvelles. Oui, Parfait. On peut la remercier. Merci. On peut la récré. Vous venez d'écouter le 4e épisode de la saison 2 du balado du Moulin des Jésuites, Entre nous, l'histoire du Trécarré. Restez à l'écoute pour de prochains épisodes. À bientôt!